Vous restez avec nous puisque maintenant nous allons continuer avec une toute nouvelle table ronde sur l'importance des rôles modèles LGBT+ en entreprise. Et pour cela, j'appelle sur scène Nadim Bellalaom, président de Diversiday. On peut vous applaudir. Soyez le bienvenu. Corinne Calandini, directrice générale de AXA Épargne Retraite et Prévoyance Individuelle et membre du comité exécutif d'AXA France. Soyez la bienvenue. Olivier Drager, président de Drager, maison de création de cadeaux et accessoires de mode. Soyez le bienvenu, Olivier. Cette table ronde sera modérée par Catherine Tripon, porte-parole de la Fédération de l'Autre Cercle et co-responsable du pôle employeur. Bien, merci. Alors, non, mais partez pas. Hein. Je sais bien que le reporting extra-financier, c'est un sujet un peu technique. Mais là, c'est pas pour autant, effectivement, que ça va être la détente. Ça va être un sujet très sérieux qu'on va aborder. Alors, déjà, le titre sur l'importance des rôles modèles LGBT+ en entreprise. Alors, LGBT+, évidemment, tout le monde connaît. Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Ce n'est pas un sujet à la marche, de moins en moins d'ailleurs. Et pour celles et ceux qui ont reçu forcément l'invitation, nous avons un énorme événement demain soir au Grand Rex. Il y a plus de 2500 personnes inscrites pour les 100 rôles modèles LGBT+ et alliés. Parce que les dirigeants et dirigeantes alliés, quel que soit le critère, c'est extrêmement important pour justement avoir une vraie politique inclusive, qui est quand même l'enjeu de cette semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Alors, je ne vais pas vous faire très très long, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt qu'il y ait des questions posées. Alors d'abord, bonjour aussi à toutes les personnes qui sont en ligne sur cet événement. Pourquoi, alors d'abord, LGBT, pourquoi parler de ce sujet? Pour les personnes lesbiennes, gays, bi, ça relève de la vie privée. Pour les personnes qui font leur transition, qui sont non-binaires ou fluidité du genre, ce sont des mots que vous avez forcément entendus. En revanche, effectivement, la visibilité est réelle. Mais pour les 3 premières catégories de personnes que j'ai citées, elles sont souvent non visibles. Et souvent pour de très mauvaises raisons, avec un impact qui est assez difficile à vivre. Et je laisserai après, effectivement, nos 3 intervenants, qui ont déjà été présentés dans leurs fonctions, mais qui sont 3 personnes avec une très forte personnalité. On peut le prendre dans le sens qu'on veut, d'ailleurs. Donc, fort caractère, on peut le prendre sur plusieurs sens. Parce qu'ils sont, par leur parcours professionnel, par leurs engagements bénévoles, et puis par le fait qu'à un moment donné, dans leur vie, ils et elles ont décidé effectivement d'être visibles ou d'arrêter de ne plus être visibles. Je ne veux pas dire se cacher parce qu'il y a un côté péjoratif dans se cacher, et c'est plutôt le fait que si les conditions ne sont pas requises pour être visible, je vais attendre. Et quoi de mieux effectivement qu'ici, au cœur du MEDEF, des grandes entreprises, on rappelle c'est à peu près 3 500 000 entreprises en France, et donc une fois qu'on est sorti du SBF 120, CAC 40, il en reste quand même beaucoup nombreuses. Un sujet comme celui-ci peut être à la marge parce que d'abord, il ne rentre pas dans le dialogue social. Il n'est pas mesurable. Il n'est pas soumis à accord avec les partenaires sociaux, et donc pas de pénalité financière. Et comme chacun sait, quand il y a un peu quelques obligations, avec une contrainte à la clé, ça aide souvent à faire avancer les choses. Pourquoi ce sujet est un sujet ? Parce que, alors l'autre cercle, 25 ans, plus de 25 ans d'existence, on a beaucoup produit, on est lecteur de référence pour l'inclusion des personnes LGBT+ dans le monde du travail. Et dans nos enquêtes récentes, et des enquêtes extérieures, indépendamment de celles de l'autre cercle, on constate qu'une grande majorité de personnes ne sont pas visibles. Vous avez forcément vu passer beaucoup d'informations sur des agressions physiques de personnes dans la rue, dans la sphère publique. Et cette violence à l'extérieur, y compris sur les réseaux sociaux, on l'a également sur le lieu de travail. Alors c'est plus soft. C'est pas physique, mais ça va être un certain nombre d'éléments. Alors, nous avons un baromètre tous les 2 ans qu'on administre avec l'IFOP, de manière totalement anonymisée auprès des salariés et agents parmi les signataires de la charte d'engagement LGBT+ de l'autre cercle, et un panel représentatif de la société française de personnes LGBT+, dans le monde du travail. Et tous les 2 ans, là, on a présenté les résultats en 2022. On avait un accroissement, plus exactement des résultats moins bons entre 2020 et 2022. C'est qu'on avait 1 personne sur 3 qui avait subi une discrimination ou une agression LGBT-phobe sur son lieu de travail, contre 1 personne sur 4 en 2020. Tout confondu, que ce soit le panel de l'IFOP ou le panel des signataires de la charte, c'est-à-dire des personnes qui travaillent dans des environnements, qui se sont engagées avec un vrai programme, un plan d'action et une vraie politique inclusive. Alors c'est évident que quand on est chez un signataire, les comportements délictueux, ça va être des blagues, des moqueries, un peu de mise à l'écart, et on va rentrer dans le dur, de harcèlement, de rejet de la personne, voire de comportements discriminants, refus de primes, d'évolution de carrière, dans le panel neutre.
Ce qui est vrai en revanche sur la question de la visibilité, qui va être l'objet aujourd'hui ici pour nous. La visibilité, on a de manière constante sur toutes nos éditions, sur les 3 dernières, plus des 2/3 des répondantes et des répondants dans le panel de l'autre cercle, c'est-à-dire chez les signataires qui se sont engagés, plus des 2/3 sont visibles. Alors que c'est moins de la moitié dans le panel IFOP neutre. Je vous parlais de violence tout à l'heure. Le ministère de l'Intérieur, pour le 17 mai, a publié ses chiffres sur les violences LGBT-phobes, en expliquant que les agressions avaient doublé en 5 ans, et en disant lui-même, le ministère de l'Intérieur, qu'on était très très loin de la réalité, parce que la grande majorité des personnes n'osent pas aller porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie. De la même manière, beaucoup de personnes n'osent pas aller voir la hiérarchie, voir les responsables RH, pour dire qu'ils ont un problème avec leur N+1, un collègue, ou un fournisseur, ou un client. Et tout ça parce qu'à un moment donné, ils ne se sont pas rendus visibles, pour différentes raisons, et nos trois intervenantes et intervenants vous le diront très bien. Alors, je pourrais vous parler aussi, on est dans l'entreprise La Semaine Responsable et Inclusive, on parle effectivement de reporting extra-financier, on parle effectivement de performance. Alors, vous avez France Stratégie, vous avez McKinsey, vous avez Deloitte, vous avez beaucoup de grands sondages qui démontrent qu'on a un impact très fort sur l'augmentation du chiffre d'affaires par nombre de salariés, sur la baisse du turnover et le fait de la rétention des talents et le fait de garder ces talents. Et donc, la performance économique est une réalité qui compte aussi. Je le mets de côté, vous pourrez le trouver facilement ailleurs. Ce qui est important, c'est que vous compreniez, ici présent dans la salle ou en ligne, c'est que ce n'est jamais neutre de décider évidemment de se rendre visible, et que l'argument premier qui souvent nous ressort, c'est ça relève de la vie privée, ce qui est totalement vrai. Il n'y en a pas chez nous, c'est totalement faux. En revanche, dès qu'il s'agit, je vous parlais tout à l'heure, si on a un problème avec un collègue ou autre, est-ce que je peux le dire, comme quelqu'un effectivement qui subit une discrimination sexiste, raciste, ou grandiphobe pourrait effectivement le dire parce que ça se voit. Mais c'est aussi simplement pour activer des droits liés à la conjugalité. Le Pacs d'abord, le mariage ensuite. Liés à la parentalité. La PMA maintenant autorisée, la GP interdite, mais quand quand les 2 papas reviennent en France avec leur enfant, l'enfant n'est pas apatride. L'administration reconnaît un parent, pas forcément l'autre. Et si on n'a pas osé le dire, voilà comment on active les droits pour les absences pour enfants malades, comment on prend le congé d'accueil de l'enfant qui est venu compléter le congé de paternité, etc., etc. Donc quand on commence à ne pas activer les droits, et j'en ai juste un petit exemple sur notre programme Voilà, VOILAT, qui est visibilité ou invisibilité des lesbiennes au travail, où c'est une enquête, panel de femmes lesbiennes ou bisexuelles travaillant. On avait 38% de ces femmes qui n'avaient pas mis leur conjointe sur la mutuelle ou comme contact en cas d'urgence. Ça commence à être un sujet. Vous avez 34% qui n'ont pas pris le congé d'accueil de l'enfant, à l'inverse de leurs collègues hétéros, parce que même une lesbienne pourrait le prendre, puisque la PMA est reconnue, ça implique forcément de faire ce qu'on appelle son coming out. Et si je n'ai pas de certitude qu'il n'y aura pas d'enjeu, je ne ferai pas mon coming out. Donc on voit bien l'impact négatif pour une majorité de population, alors que même dans les entreprises inclusives, il y a tout un programme extrêmement précis en matière de qualité de vie au travail, en matière d'engagement des salariés, avec des aménagements sur le temps de travail. Ça fait partie des accords souvent égalité femmes-hommes. Donc une fois que je vous ai dit tout ça, maintenant l'idée, ce que je vous propose, c'est, on va le transcrire en histoire, parce que c'est une sorte de chair et de personne. Hein. Une fois qu'on est sorti des statistiques, juste un petit point sur Ipsos, qui a sorti une grande enquête il y a quelques mois, dans laquelle on a interrogé les Françaises et les Français, et 10% des Françaises et des Français ont dit qu'ils faisaient partie de la communauté LGBT+. On monte à 22% chez les moins de 25 ans. Bon, c'est pas qu'il y en a plus chez les jeunes, c'est que les jeunes s'affirment plus, parce qu'aujourd'hui, ce ne devrait plus être un sujet, alors que ça l'est encore sur le lieu de travail. Alors maintenant, voilà, j'ai la chance et le grand privilège d'avoir Olivier Dréger, qui, on l'a dit tout à l'heure, était président de Dréger, donc le 5e de la génération de la famille Dréger, donc d'entreprise. Nous avons Corinne Calandini, qui, comme quoi, effectivement, faire son coming out, ça n'empêche pas d'avoir une belle promotion, qui avait déjà 2 fonctions clés au sein du groupe AXA, et qui est maintenant directrice générale d'AXA Retraite Prévoyance, qui est un sujet, et membre du COMEX d'AXA France, et Nadine Bellalalom, qui, lui, est plutôt à titre bénévole comme présidente d'Iversides, qui est une très belle institution qui a décidé de bousculer le monde de la tech, start-up, scale-ups et Linkorn sur les questions de diversité, plutôt liées à l'origine, plutôt liées à l'égalité femmes-hommes, mais également sur les questions LGBT+. Et Nadine en parlera bien mieux que moi. Alors, tous les 3, je vous pose une question, c'est pourquoi on se cache et pourquoi on décide d'en sortir? Olivier, je vais te proposer de commencer.
Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'intérêt que vous portez au sujet et de nous écouter. Catherine disait tout à l'heure, c'est du domaine de l'intime ou du domaine du personnel, et ça l'est profondément. Donc c'est pas très spontané encore aujourd'hui de parler du sujet. Pourquoi est-ce qu'au départ on se cache? Je pense qu'on fait pas tous le même chemin. Donc ce que je vais partager m'appartient et c'est pas forcément le chemin d'autres personnes, mais c'est d'abord un chemin d'acceptation de soi. Il m'a déjà fallu du temps pour accepter, comprendre que j'étais différent et accepter de le vivre vis-à-vis de moi-même. Ça, c'est plusieurs années. Puis du temps pour le partager, et le partager avec des proches. Et ensuite, le partager de façon professionnelle et puis finalement être là sur scène auprès de vous. Être différent et quelque part avoir le choix de le masquer, c'est pas très simple en fait. C'est plus facile de se dire je suis le chemin de mon environnement, de ce que les parents pourraient souhaiter, de ce que la famille pourrait souhaiter, et d'un chemin assez classique. Et ce qui fait qu'on se cache, en fait, ou ce qui a fait que je me suis caché, c'est qu'à partir du moment, parce que c'est le terme, à partir du moment où j'ai commencé à partager avec des proches, avec toute la bienveillance en face, ils ne savaient pas forcément réagir. Ils ne savaient pas forcément comment se comporter. Et donc ça amène des situations inconfortables et on se dit, waouh, en fait, comment est-ce qu'on sort de là? Et donc la façon de sortir, c'est de ne pas aller plus loin, de ne pas partager plus. Et donc pendant assez longtemps, je suis resté dans la confidentialité autour de ça, en disant finalement c'est la sphère ou le domaine du privé. Et en même temps, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller déjeuner en famille le dimanche et de ne pas être avec la personne qu'on aime. C'est compliqué de vivre toute cette partie-là. Donc ce chemin-là, il s'est fait. Il s'est fait complètement par hasard à un dîner un jour avec un Anglais qui me dit oui, et and so what? And so what? Et ces trois mots, et alors, ont commencé à tourner dans ma tête et m'ont libéré. M'ont permis de comprendre que finalement c'était un sujet pour moi, vis-à-vis de moi, c'était éventuellement un sujet pour des très proches, pour les parents qui peuvent ressentir, se poser des questions, est-ce qu'ils ont bien fait les choses, pas bien fait les choses, mais que finalement pour le reste du monde ça devait pas être un sujet. Et ça c'est le chemin qui m'a libéré sur le plan personnel, et donc qui a fait que j'ai pu en parler sur le plan personnel avec à peu près tout le monde. Dirigeant de l'entreprise dans une PME, on se connaît tous, on est sur une sphère au moment où je décide d'en parler, on doit être 250, donc ça a complètement une dimension humaine. Et en fait, dans les équipes qui constituaient l'entreprise, il y a des gens qui savaient parce qu'on partageait plus, et puis d'autres qui ne savaient pas. Et donc ça crée une distorsion, le fait de ne pas l'avoir outé ou communiqué de façon publique. Et puis j'ai le bonheur d'être papa, et donc j'avais un enfant en bas âge qui vivait une semaine avec sa maman, une semaine avec moi et mon copain à la maison. Et qui au fur et à mesure qu'elle grandissait, un enfant dans une entreprise familiale, il vient de temps en temps, j'avais une inquiétude ou une angoisse qui montait, de dire comment est-ce qu'elle va pouvoir parler, et il faut que je sois à l'aise. Et je pense que c'est la dernière pierre qui m'a amené à communiquer, à rendre les choses visibles en me disant mais je veux pas que ma fille elle grandisse dans un environnement où sa normalité n'est pas acceptée, où moi j'assume pas sa normalité. Donc d'être gay, d'avoir ce trait de caractère, cette identité sexuelle, pour reprendre le terme de Nadim que j'aime bien. Et donc c'est ce qui m'a amené à faire l'étape d'après. Et la dernière étape, c'est Catherine qui m'a invité à le faire quand on a signé la charte de l'autre cercle. En fait, le point pour moi, on a signé 2 chartes, celle de la diversité et celle de l'autre cercle, c'était de clairement valoriser ou envoyer un signal fort à des candidats futurs qui voulaient rejoindre l'entreprise, de quels sont nos choix, quelles sont les valeurs qu'on porte. Et j'ai mesuré avec l'aide de Catherine la dimension de l'invisibilité, qui me dit mais dans ton entreprise, est-ce que tu es capable d'identifier un pourcentage de personnes qui sont out, et en réalité, même en ayant fait de mon côté mon coming out, j'ai mesuré que finalement ça avait ouvert. Il y a quelques personnes qui se sont exprimées, mais pas du tout une représentation qualitative des équipes. Et donc il y avait un travail très fort à mener, une prise de parole, une prise de risque à faire en partageant sa vie personnelle. C'était quoi le risque ? Le risque, c'est le rejet. Alors, dans ce qui a fait que il y a eu un décalage entre la dimension personnelle et professionnelle, c'est un entretien d'affaires avec un fournisseur qui me dit « Ah oui, mais Olivier, tu devrais pas travailler avec cette société, ils sont pas bons, machin. » Et en plus, le patron, il est gay.
C'était il y a 15 ans, hein. Donc remettons les choses dans la perspective. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait plus compliqué d'avoir une position aussi tranchée, aussi ouverte que ça. Mais moi, dirigeant d'entreprise, avec la responsabilité d'assurer la pérennité d'une entreprise familiale, je suis 5e génération, mon job, c'est de faire en sorte qu'il y ait une 6e, une 7e, une 8e, et que l'aventure continue. Mon premier job, c'est de protéger l'entreprise. Donc mon premier réflexe, ça va être de garder la confidentialité vis-à-vis de l'environnement. Et d'ailleurs, quand je vais faire mon coming out, je vais le faire auprès des équipes, de mes fournisseurs, mais je ne vais pas oser en parler aux clients. Toujours dans cette logique de protéger l'entreprise. Ça n'apporte pas effectivement de commentaires particuliers, c'est un état de fait. Merci Olivier Dregers. Corinne Calandini, Corinne, à ton tour de passer l'épreuve du pourquoi pas et pourquoi oui. Et, oh là là. Donc bonjour à toutes et à tous et bonjour à ceux qui sont en ligne aussi. Juste peut-être pour compléter ce qu'a dit Olivier et ce qu'a brillamment introduit Catherine, juste vous dire que moi j'aurais pu être sur la table ronde d'avant, parler de finance et des SFDR, et en fait c'est beaucoup plus dur pour moi d'être sur cette table ronde que d'être sur celle d'avant. Et je pense que vous allez imaginer bien sûr pourquoi. Donc pour ma part, c'est un chemin pareil aussi individuel, et puis ça a été, pas par hasard, mais ça a été l'heure de vérité, si je devais nommer ce sujet-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, jusqu'à il y a 3 ans, j'étais dans l'hétéronormativité la plus totale, avec un mari et des enfants. J'ai toujours mes enfants et j'ai un ex-mari du coup maintenant. Et en fait j'étais également, parce que là c'est pas marqué, mais j'étais coprésidente du réseau Mixine chez AXA qui promeut l'inclusion et la mixité. C'est un réseau qui a décidé sous une seule bannière de parler de l'égalité homme-femme, des droits LGBT, des handicaps, des différences et de promouvoir l'inclusion comme le droit d'être soi-même en entreprise et la liberté de s'exprimer. Donc c'est vraiment, donc j'étais coprésidente, j'étais dans cette vie hétéronormative et je me battais tous les jours parce que j'étais dans le business. Je le suis un peu moins depuis quelques temps, mais toujours quand même, sur tous les propos sexistes qu'on peut avoir au quotidien. Ça, si je vous parle de sexisme et de propos sexistes, ça, je pense que ça peut vous parler peut-être plus, parce que ça touche tout de suite la moitié de la population. Et quand ça m'est tombé sur la tête de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, d'une femme en l'occurrence, je me suis dit, en fait, ça va être facile, parce que j'ai presque 50 ans, je suis coprésidente de quelque chose qui promeut l'égalité et le droit d'être soi-même, donc ça va être, comme ils disent les Anglais, piece of cake. Et donc évidemment, là je me suis rendu compte que non seulement le sujet, c'est pas un sujet d'intime, c'est qu'à la machine à café, tout le monde parle de son week-end. Donc en fait, vous devez vous retrouver dans toutes les minutes, vous êtes en train de devoir faire votre coming out. Dans les réunions, ça commence comme ça. Et puis même quand vous êtes un leader comme moi avec 1000 personnes, vous montez sur scène et souvent on vous dit, vous êtes le leader, donc parlez de vous. Commencez par dire si vous avez des enfants. C'est ça qu'on vous dit, le leader authentique. Et donc moi, en fait, je me suis retrouvée à me dire, en fait, j'ai plein de courage et tout, mais j'y suis pas arrivée. Et j'y suis pas arrivée parce que j'ai eu peur. Et je pense que c'est important. Quand j'ai fait mon coming out le 17 mai 2022, lors de la signature de l'autre cercle, et je vais vous expliquer pourquoi c'était un moment de vérité, je n'ai pas parlé de ma vie privée. Je suis pudique et je n'en parlerai pas, même pas ici. Mais par contre, j'ai parlé des peurs pour faire comprendre aux gens que c'est un sujet. Et si quelqu'un comme moi a peur, qui suis soi-disant quelqu'un avec beaucoup de caractère, imaginez ce que vos collaborateurs dans votre entreprise ont. Et c'est là où c'est important de se dire, en tant que chef d'entreprise, en tant que leader, comment je crée un safe place pour que les gens aient le droit d'être eux-mêmes. Ils ont le droit d'en parler ou pas, c'est un choix personnel, mais comment je fais pour créer cet espace ? Et donc moi, pour finir sur la partie personnelle, ce qui m'est arrivé en pleine face, c'est qu'on a fait ce guide voilà sur l'invisibilité des lesbiennes, on a re-signé l'autre charte avec AXA, et à ce moment-là, Catherine est venue faire une table ronde sur ce sujet-là, et donc on s'est tous retrouvés chez AXA à se dire, mais qui va témoigner chez AXA ? Parce que s'il n'y a pas beaucoup d'hommes déclarés, les femmes, vous savez qu'il n'y en a pas. C'est sûr, il n'y en a pas. Voilà. Et donc là, ça a été 7 heures de vérité où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à mentir ? Ou est-ce que je prends la parole ? Et donc là, contre toute attente, ce sont mes 2 garçons de 17 ans qui, lors du repas, m'ont dit « Maman, nous on est fiers de toi, tu ne peux pas mentir ». Donc je suis allée sur cette table ronde, morte de trouille, et c'est toujours un effort, même quand je vous parle aujourd'hui, d'en parler. C'est pour vous dire à quel point c'est un sujet. Parce qu'on se dévoile un petit peu, mais en fait on ne se dévoile pas. On essaye juste de dire « J'ai le droit, comme tout le monde, de parler de moi si j'en ai envie ».
Et donc j'ai fait ce coming out comme ça. Et donc évidemment qu'il y a des risques. Il y a des risques de perdre de la confiance de ses équipes. Il y a les risques de subir des discriminations. Il y a les risques, en plus, quand vous êtes une femme, de devoir vous battre désormais contre le sexisme et contre l'homophobie. Vous êtes dans cette intersectionnalité où vous avez l'impression d'être toute seule. Il y avait le risque aussi pour moi de me faire rejeter par les femmes. Il ne faut pas sous-estimer ça. C'est parfois presque plus facile de faire un coming out quand on est une femme auprès d'hommes qu'auprès de femmes. Je lance comme je pose ça là, comme certaines personnes le disent. À vous de faire votre réflexion, mais ça interroge. Mais c'est vrai, quand on fait son coming out, on prend des risques et surtout parce qu'on a peur. Merci Corinne. Alors Nadim Bellalhaoum, Diversides, c'est un Anthony Babkin, qui est peut-être plus visible que sa cofondatrice, qui a été longtemps président et qui tu as pris la présidence de cette association, qui est plutôt à l'origine sur les questions liées à l'origine, sur les questions d'inégalité, et en tout cas de manque de diversité. En fait, sur toutes les questions liées aux discriminations. Mais en fait, de manière très claire, ça prend l'ensemble des critères et la prise de parole, elle se fait très fortement de la part de Diversides. Et donc voilà, je voulais avoir un petit peu maintenant ton regard, d'abord toi en tant que personne, et puis à travers ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Oui, c'est vrai que merci Catherine. Ta question initiale, c'était de savoir pourquoi on se cache. Je vais pas reprendre ce qui a déjà été évoqué par mes camarades, mais pour moi, le premier sujet, c'est on se cache pour éviter le rejet. Quand on a déjà vécu, moi ça a été mon cas, on a déjà vécu des rejets au sein de sa famille, des rejets au sein du milieu scolaire, on n'a pas envie de revivre une situation de rejet au sein de l'entreprise. Pour moi, là, il y a une question, au-delà de la question LGBT, en fait pour moi la question plus générale, c'est la question des identités, puisque finalement, aujourd'hui, sur cette question des identités, on a peur de l'aborder. On a peur de l'aborder parce qu'on considère que les identités, soit c'est un sujet qui divise, soit c'est un sujet qui catégorise ou qui caricature, soit c'est un sujet qui est invisible. Et on a des identités qui sont plus visibles que d'autres. La question de l'identité LGBT, ce que j'aime appeler l'identité amoureuse, c'est pas forcément une identité qui est ultra flagrante ou visible de premier abord. À la différence d'autres identités, quand on est une personne arabe, une personne noire, quand on est en situation de handicap, mais en situation de handicap moteur, ce qui représente une toute petite partie finalement des handicaps, on a des identités qui sont plus visibles. Pour moi, pourquoi je parle de la question des identités ? Parce que ce dont je me suis rendu compte tout au long de mon enfance et de mon parcours de vie, et en lien avec ma propre acceptation du fait d'être un homme homosexuel, c'était de me dire... Les identités que j'ai eues, c'est pas moi qui me les suis attribuées au départ, et j'ai même pas eu le temps de les conscientiser qu'on m'avait déjà apposé une étiquette. La première fois que je me suis rendu compte que j'étais arabe, c'était dans la cour d'école primaire où les enfants se catégorisaient déjà. Avant, je savais même pas que j'étais arabe, parce que j'ai un père de nationalité tunisienne et ma mère est française. Le moment où je me suis rendu compte, ou en tout cas ça a amené cette question sur moi, le moment où je me suis rendu compte que potentiellement j'étais homosexuel, c'est le moment où pour la première fois il y a eu cette question du harcèlement scolaire que j'ai vécu au collège, où on a commencé à me traiter de PD. Et avant je m'étais pas posé la question. Le moment où je me suis rendu compte que j'étais banlieusard, c'est le moment où j'ai commencé à regarder les représentations télévisées ou médiatiques qui m'apposaient un label, et plutôt de manière connotée négativement. Donc finalement, toutes ces identités, et je viendrai à la question de l'homosexualité, toutes ces identités, j'ai pas eu le temps de les conscientiser, j'ai pas eu le temps de les réfléchir, qu'on me les avait déjà un peu apposées. Et c'est ça le risque en fait. On veut pas parler d'identité, mais tous les jours de notre vie, nos identités nous définissent, c'est des boules à facettes, et les gens n'hésitent pas à taper sur quelques-unes des facettes, ou les regarder, ou les montrer aux autres, sans que vous ayez votre mot à dire. Donc on peut ne pas vouloir aborder cette question des identités, mais en fait tous les jours on la subit. Sur la question de l'homosexualité, je me suis rendu compte que je pouvais être discriminé en entreprise quand je travaillais au ministère des Affaires étrangères. J'avais un poste dans le numérique où j'avais un poste assez autonome, et en rentrant de la machine à café, les collègues, c'est-à-dire les 3/4 de mon équipe, on était une équipe de 4, 3 hommes, reviennent à la machine à café, on prend un café, on discute.
Et là, s'ensuit une discussion qui sort un peu de ce qu'on aime appeler la neutralité du service public, puisque c'était un sujet d'actualité où on parlait notamment des manifestations antiracistes. Bon, il connaissait bien mon profil, il savait que j'étais assez engagé sur un certain nombre de luttes contre les discriminations, dont la lutte antiraciste. Et il s'est trouvé qu'en fait, ce début de discussion partait un peu dans tous les sens. Et vous pouvez avoir des esprits très rationnels. Un des membres était un chercheur du CNRS. Et pourtant, cette discussion partait dans tous les sens et elle commençait à lister un certain nombre de préjugés et de caricatures qui me mettaient mal à l'aise. On disait qu'en gros, les gens qui font des manifestations antiracistes veulent juste foutre le bordel et tout casser. Moi, je me considère pas comme ça, personnellement. Et à ce moment-là, la discussion a dérivé. Et là, un des collègues a dit, et puis il y a aussi des gens qui méritent leur discrimination. Ce qui n'a pas manqué d'attirer mon attention. Donc du coup, je me suis retourné vers ce collègue en lui demandant de qui il parlait. Et là, il m'a dit, les homos et les trans, finalement, s'ils ne voulaient pas être discriminés, ils n'avaient qu'à pas l'être. Donc à ce moment-là, j'ai été, au vu de mes engagements et de ma personnalité, un peu forcé à un coming out, dans un ministère où je venais d'arriver depuis 2 mois, et où je me suis dit, je ne peux pas laisser passer ça, sachant que la discussion m'excédait depuis déjà une demi-heure. Et donc du coup, je leur ai dit, moi je suis homo et je ne l'avais pas choisi au départ. Ce à quoi on m'a rétorqué, mais ça c'est votre vie privée. Donc voilà, vous voyez un peu un exemple très concret, et moi ça m'a fait quitter le ministère des Affaires étrangères, c'est dommage, c'était un beau poste. Mais vous voyez, et ça c'était l'année dernière, donc finalement on peut trouver des exemples très récents. Dans des institutions, en plus quand on se met au service, quand on travaille pour le service public, on se dit, on donne quand même beaucoup de sa personne. On est face à une administration qui peut être compliquée. On met beaucoup d'énergie dans son travail pour essayer de... Moi, mon travail, c'était de digitaliser les services publics. Et on sait qu'il y a du boulot aujourd'hui. Et en fait, on se retrouve face à ces discussions autour de la machine à café, où finalement, on est confronté à une discrimination qui nous concerne sans que les collègues le sachent. Et on peut se poser la question de, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Et moi, je voyais bien les affiches qui étaient placardées partout au ministère des Affaires étrangères pour dire n'hésitez pas à faire un signalement si vous êtes témoin ou victime de discrimination. La question que je me suis posée à ce moment-là, c'est quelle quantité d'énergie j'ai pour affronter ça? Quel est le process derrière? Qu'est-ce qui va se passer en fait si je fais un signalement? Est-ce que je vais me retrouver confronté à toute mon équipe, les 3/4, les 3 personnes sur 4, qui ont des postes de décideurs dans un domaine où on a besoin d'eux, le numérique? Est-ce que dans ce cas-là, je vais devoir me justifier face à eux, avec 3 personnes qui vont me dire que finalement, c'est pas du tout ce qu'ils ont dit? Et est-ce que j'ai l'énergie d'affronter ça seul? J'ai décidé de ne pas faire de signalement. Et ça met un peu le doigt aussi sur le point que je veux qu'on aborde aujourd'hui, qui est qu'est-ce qu'on met en place en termes de solutions et en pensant les solutions de bout en bout. Parce que c'est bien joli de mettre des affiches en nous invitant à faire un signalement, mais est-ce qu'on nous a expliqué comment allait se dérouler le signalement? Est-ce qu'on a essayé de faire tomber les peurs des personnes qui sont potentiellement victimes de ces discriminations et qui ont peut-être pas la force et le courage d'affronter une médiation ou une confrontation directe? Moi, pour boucler la petite histoire, il y a quelques mois, j'ai envoyé un message à la personne qui avait vociféré ses propos. Et ce qu'elle m'a répondu m'a pas étonné. Elle m'a dit je ne vois pas de quoi vous parlez, mais j'en ai quand même profité pour lui envoyer un documentaire qui était assez bien fait, qui parlait d'être homo en France, je crois que ça s'appelait comme ça, qui était fait par France TV, et je me dis que peut-être que ça fera son bonhomme de chemin. Je voulais juste rajouter un mini mot, je sais que je suis un peu long, mais sur la question du croisement des identités, pourquoi aborder cette question? Tu l'as bien expliqué, Corinne, et je voulais juste rajouter un mot. Aujourd'hui, si vous prenez en compte que le fait d'être LGBT, potentiellement, vous ne prenez pas en compte, moi dans mon cas personnel, que je vais être discriminé pas forcément sur le fait d'être LGBT, mais sur le croisement entre être LGBT et arabe, être LGBT et quartier populaire, être LGBT, etc., etc. Donc en fait aujourd'hui des réseaux LGBT, on en a plein. Le problème c'est qu'ils sont endogames. On se retrouve avec les mêmes profils. Dans la tech, c'est assez simple. On se retrouve avec des réseaux LGBT qui sont des jeunes hommes de grandes écoles, plutôt caucasiens, et qui sont déjà surdiplômés, qui sont déjà en situation de majorité, si ce n'est qu'ils sont LGBT, dans le milieu de la tech. Et donc du coup, aujourd'hui, il y a une invisibilisation qui se construit même dans ces réseaux LGBT sur les autres personnes. Les personnes trans, aujourd'hui, qui ont un taux d'employabilité catastrophique,
Je vous dis même pas l'espérance de vie parce que je pense que tout le monde sauterait au plafond. Donc voilà, la question qu'il faut se poser, c'est comment on choisit les bons combats pour inclure plus largement et pas juste les solutions faciles. Merci Nadim. Alors vous avez compris que c'était quand même effectivement plus complexe que simplement se dire on va mettre en place une politique, on va faire en sorte que les personnes puissent réclamer les congés pour enfants malades et autres, et que l'enjeu est beaucoup plus important. Alors ça va m'amener justement, pour toi Olivier et pour toi Corinne, la question de l'impact. D'abord, ce que ça a provoqué en interne, le fait d'être visibles tous les deux. Qu'est-ce que ça a remué en matière, alors pas forcément en termes de management, chez AXA qui est une grande machine, une grande maison, avec des RH, une équipe qui le porte, mais comment quand on est rôle modèle, et je reviens sur l'idée des rôles modèles qui sont des personnes emblématiques à un moment donné sur leur lieu de travail, par ce qu'elles sont, concernées par un critère ou alliées, objectif et non concernées par le critère, comment ça bouscule un ordre établi, comment ça fait réfléchir, comme ce que nous dit aujourd'hui Nadim sur finalement le caractère pas assez exogène des réseaux LGBT internes, qui reflète finalement une forme de société où on y voit peu de femmes d'ailleurs aussi. Voilà, donc Olivier, toi d'abord peut-être sur cet impact en tant que dirigeant, après avoir fait ton coming out avec ta fille. Et moi perso, j'ai un souvenir assez ému de la signature de la charte pendant cette première convention après Covid. Ouais, chez nous, en fait, sur la démarche sur le coming out, justement pour vous dire à quel point le sujet est pas spontané. D'abord, pour la plupart des hétéros, y compris mes amis, mais c'est pourquoi tu as besoin de faire un coming out, il n'y a pas besoin, en fait. Donc ça, c'est la première réaction. En fait, il n'y a même pas conscience du sujet. Et le coming out, j'ai commencé à le faire en tête-à-tête, en fait, avec les membres du comité de direction. Et puis, je voyais bien que ça créait un malaise, parce que, encore une fois, les gens savent, enfin, on ne sait pas réagir face à ça, à cause de cette invisibilité, qui finalement est le sujet qui m'amène à être rôle modèle aujourd'hui, c'est travailler sur cette dimension d'invisibilité. Et puis, finalement, je me suis dit, non, je vais faire un message que j'ai écrit à l'ensemble des collaborateurs pour que l'information arrive vers tout le monde avec un seul message vers tout le monde, parce que c'est aussi effortant. Enfin, j'entendais Corinne, j'imagine, effectivement, à chaque fois à la machine à café, refaire le coming, c'est une vraie énergie. Pour ceux qui ne l'ont pas traversé, je pense qu'on n'imagine pas ce que c'est comme monter en température, comme monter là, comme effectivement, moi aussi, prendre la parole devant vous, là, aujourd'hui, c'est plus difficile que sur des sujets techniques ou sur des sujets habituels. Ce que ça a généré, c'est peut-être, vous avez mis les mots là tout à l'heure, le management authentique, en fait, qui n'était pas du tout l'objet de ma démarche, mais des retours en disant waouh, ok, merci, bravo pour le courage, chapeau d'avoir partagé ça avec nous, de nous avoir donné ça. Ça a été beaucoup de messages d'encouragement, quelques silences, dont certains voulaient en dire long, et ça, c'est le confort que j'ai eu de faire mon coming out il y a 6-7 ans. Je pense qu'il y a 20 ans, il y a des gens qui se seraient autorisés d'autres choses. Et surtout, ça a permis à quelques personnes de s'exprimer. Pas beaucoup, parce qu'après, il reste l'organisation, le patron, qui reste quand même pas l'interlocuteur privilégié pour aller faire son coming out. Mais en tout cas, ça facilite la vie des équipes au quotidien et ça envoie un message super clair. Et après, tout l'enjeu, c'est de faire vivre ça. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est de l'intime, c'est du privé, on n'a pas forcément vocation à en reparler régulièrement, mais si on n'en parle pas, finalement, ça redescend sur le sujet. Et donc, l'opportunité a été faite en signant la charte de créer un gros événement en interne, de sensibiliser tout le monde, toujours dans une démarche de diversité au sens large, hein, pour moi, et de repartager ce point-là pour dire à quel point, pour nous, c'est des valeurs sur lesquelles on ne transige pas. Enfin, pour moi, ce sont des valeurs sur lesquelles je ne transige pas et j'ai la chance de pouvoir définir ou orienter fortement les valeurs de la maison que je défends. Alors, à moi, c'est dur de passer après Olivier et Nadim quand même. Alors, peut-être par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Nadim, qu'est-ce qu'on fait en entreprise ? Je vais vous donner quelques exemples, peut-être chez AXA, mais ce n'est pas forcément relié à AXA, ça peut être valable pour toutes les entreprises. Je crois que les rôles modèles, comme tu évoquais, moi d'ailleurs, quand j'ai fait mon coming out, je ne pensais pas que j'allais devenir rôle modèle. On me disait déjà ça en tant que femme, parce que j'avais réussi dans la vie, donc j'étais déjà un rôle modèle pour les femmes. Vous voyez, donc en fait, j'ai mesuré vraiment ce que ça voulait dire rôle modèle, parce que en fait, ça donne une crédibilité à tout ce qui est mis en entreprise.
tout ce qui est mis en entreprise par les DRH, et Dieu sait que chez AXA, Amélie Watley est exemplaire sur le sujet. C'est simple, la politique, c'est zéro tolérance sur toutes les discriminations. Et il y a beaucoup d'accompagnements qui sont faits en termes de formation des managers, en termes de guides et en termes d'éducation. Et je crois que c'est le premier élément important, c'est que la DRH éduque les collaborateurs sur ces sujets-là et tous les sujets d'inclusion en général, pour rejoindre ton propos, Nadim. Mais les rôles modèles, d'un seul coup, ça veut dire que c'est vrai, en fait. Ça veut dire qu'on a le droit d'exister. Et donc, ça donne une couleur authentique, puisqu'en fait, a priori, on ne va pas le faire pour ça, à toutes ces politiques. Ça, c'est le deuxième point. Et puis moi, je crois aussi fortement au réseau. Alors c'est facile quand on est chez AXA, mais je parlais d'AXA Mixine tout à l'heure. Je crois que le réseau des salariés qui portent les valeurs au quotidien au plus proche au sein des sites, ce sont les fameux relais qui sont parfois plus faciles d'accès pour aller parler quand on est victime d'une discrimination plutôt que de prendre son téléphone. Les rôles modèles sont aussi ces moyens d'appeler. Parce qu'en fait, moi, j'ai des gens qui m'écrivent et qui me disent « Corinne, j'ai été victime ». Pourtant, tu as un numéro de téléphone. Oui, mais toi, c'est pas pareil. Et donc, on est le « toi, t'es pas pareil », il y a la confiance, on peut parler. Donc, je crois que c'est ça aussi la force des rôles modèles, c'est de donner la preuve que cette entreprise, c'est vraiment un safe place. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je pense que il faut que les rôles modèles soient des gens qui croient et qui soient authentiques. Moi, pour ma part, évidemment, vous avez compris, je me suis retrouvée un peu au pied du mur et je l'ai fait. Aujourd'hui, je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas. Pourquoi ? D'abord parce que l'énergie que ça me prenait de chaque fois... C'est comme si, vous savez, j'étais Matrix quand j'arrivais quelque part. J'analysais toute la situation, je regardais les gens, je me disais, est-ce que je peux le dire, est-ce que je ne peux pas le dire ? Mais c'est épuisant. Je pense que AXA n'était pas gagnant au final, parce que je devais passer 15% de mon temps à réfléchir sur ce sujet-là. Donc, je suis beaucoup plus performante depuis, et je suis persuadée que quand on arrive à être soi-même, on est beaucoup plus performant dans l'entreprise. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, et ça, c'est une conviction personnelle qui fait qu'on décide de se rendre visible, parce qu'on s'expose. Je vais être très honnête, tu as parlé des chiffres tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on s'expose, particulièrement sur les réseaux sociaux, je n'ose même pas vous dire ce qu'on se prend comme remarque. Donc, en fait, c'est pas quelque chose qu'on fait par plaisir, c'est quelque chose qu'on finit par faire par conviction. Et moi, j'ai une conviction, et après, je m'arrêterai parce que je veux laisser la place aux questions et puis à Nadim. Mesdames, les droits des femmes reculent partout. Les droits LGBT, en général, ils ont progressé juste après ceux des femmes. Donc les droits des LGBT reculent dans le monde. Derrière, ce sera le droit des femmes. Et derrière, c'est l'humanité en général. Donc je pense que ce sujet-là, ça n'est que le haut de l'iceberg de nos droits. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas, absolument pas, le sous-estimer, même en entreprise. Merci. Bon, c'est pas mal, ce qu'on entend là quand même. Moi, je trouve que ça remue un peu. Pourtant, je les connais tous les trois. J'ai assisté à ton coming out, je vais quand même le dire. Alors les deux, la force de l'exemple. Oui, c'est de ça. Je me souviens quand tu as fait ton coming out, effectivement, pour la re-signature de la charte par le directeur général d'AXA France, Patrick Cohen, le 17 mai 2022. Il y avait 300 personnes dans l'amphithéâtre, il y avait plus de 1000 personnes de connectées. Je peux vous dire que c'était un moment de grande émotion. Je me souviens, quand tu as signé la charte, ta convention, qui était chez Disney, 300 personnes, une convention, donc c'est un truc commercial, après 2 années de Covid dans lequel le groupe Drageur avait souffert très fortement, on peut se dire, il y a d'autres priorités. Eh bien non, tu as voulu prendre ce moment-là pour signer la charte. Tu as même fait monter ta fille à un moment donné à la tribune. Et je voyais bien dans l'assistance les regards des personnes. Et je crois, alors là pour le coup, enfin je dis je, mais c'est l'autre cercle, fondamentalement, dès qu'on touche à l'humain, on peut réussir à faire basculer des personnes qui ne voudraient pas en parler parce que c'est compliqué, on ne peut pas mesurer, c'est pas le sujet, c'est pas mûr en interne. C'est vrai qu'il y a un problème de maturité. C'est vrai que moi, quand j'interviens dans des comités exécutifs ou des CODIR dans le cadre de la travail du plan d'action avant de signer la charte d'engagement LGBT+ de l'autre cercle, je vois bien qu'autour de la table virtuelle ou physique, quand j'y suis, ça ne fait pas l'unanimité. Je vois bien des personnes un peu en retrait. Mais en règle générale, après ce temps d'intervention, les personnes ont compris qu'on n'était pas sur un champ politique, qu'on n'était pas sur un champ de revendication, que ce n'était pas du communautarisme, qui est un mot inventé pour dénigrer certaines personnes qui ont donné ce groupe ensemble. Personne ne trouve un problème à voir des présidents, des CEO de grands groupes catholiques convaincus à partir d'une association de dirigeants catholiques. Alors pourquoi pas des dirigeants, des dirigeantes gays, lesbiennes, bi ou trans, comme les dirigeants, dirigeantes noirs, maghrébins, asiatiques ou avec un handicap. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est à un moment donné, on est plusieurs choses, on est plusieurs singularités.
Et ce que tu disais, je voudrais juste que tu dises un petit mot là-dessus sur l'enquête qui a été faite au sein de la tech. On se dit la tech, le monde des startups, les jeunes dans le coup, à l'aise, on n'est pas sur la vieille, la fabrique de nos élites un peu traditionnelle. Et en fait, il y a autant effectivement de comportements déviants dans ces populations-là qu'on aurait pu estimer plus ouvertes, parce que plus ouvertes au monde, plus jeunes. Et c'est pas forcément générationnel pour le coup. Effectivement, avec l'association Diversity Days, on a des programmes d'accompagnement, notamment un programme d'accompagnement qui s'appelle Take Your Place, qui vise à rassembler un maximum de startups du numérique et de les former sur toutes les questions de discrimination. Donc on a un volet sur le handicap, les questions d'accessibilité numérique, l'inclusion des personnes LGBT avec Catherine qu'on invite assez souvent pour passer le mot et aussi créer une prise de conscience. Et une des études, on sort assez régulièrement des études parce que finalement le problème qu'on rencontre sur nos questions, c'est que souvent on manque de chiffres. Et comme on manque de chiffres, on se satisfait de ne pas passer à l'action, ou en tout cas on se dit on n'a pas de chiffres, donc que faire? Une des enquêtes qu'on a lancées il y a 1 an nous a permis de mettre un chiffre sur le nombre de discriminations. Aujourd'hui, dans l'univers des startups, on a 39% des personnes qui ont déjà été témoins ou victimes d'une discrimination. Sur les discriminations, c'est plus large qu'on peut le penser. L'âge, c'est un critère qu'on oublie souvent, mais dans le monde de l'innovation, des startups, passer un certain âge qui arrive très vite, on peut être considéré comme obsolète, ce qui est assez dingue. La question de l'origine sociale, de l'origine ethnique, du genre, on retrouve un peu tous les sujets de discrimination, et aujourd'hui dans le monde des startups, on se retrouve dans un univers qui est très axé sur la productivité, donc la compétitivité, donc une sélection drastique qui va se concentrer sur des grandes écoles qui sont pas toujours très mixtes socialement. Et d'ailleurs, quand on regarde même les enquêtes ou les témoignages qui sont lancés dans les grandes écoles, avec des grandes écoles où prolifèrent assez fortement l'homophobie, les propos sexistes. Je vous laisserai regarder les actualités récentes sur quelques grandes écoles françaises qui ont été épinglées sur ces sujets. Donc forcément, l'univers de la tech, de par son endogamie, on se retrouve avec pas mal de discrimination. Sachant que sur le sujet du manque de diversité et sur ce que tu disais, Corinne, sur comment peut-on être vraiment compétitif ou au maximum de sa compétitivité ou de sa productivité si on n'est pas en capacité d'être soi, finalement, sur ce sujet, on se rend compte aujourd'hui au quotidien dans notre travail, quand on n'est pas en capacité ou quand on doit se brimer, donc quand on doit filtrer un peu les paroles, ça demande une charge mentale énorme. Je vous laisse imaginer tout au long de la journée, surtout quand on l'a fait pendant une vingtaine d'années de sa vie. Donc on se retrouve avec des personnes qui sont plus à même de faire des dépressions. Et sur le sujet de la santé mentale, effectivement, c'est un sujet qui est croisé avec la question de l'inclusion et des sujets qu'on aborde. Le sujet de la santé mentale est particulièrement prégnant chez les personnes LGBT. Et c'est un sujet qu'il faut travailler de consort. Merci Nadim. Alors, on pourra encore en parler longtemps, parce qu'il y a de la réserve. Hein. Anecdotes, avis, etc. Ce qui est intéressant, c'est, en tout cas moi pour les personnes dans la salle, d'avoir quelques questions et qu'on puisse échanger. Alors, il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de questions de gêne. On est là pour se parler en toute simplicité. C'est un sujet qui est compliqué parce que ça relève de l'intime. C'est comme les convictions religieuses. C'est un sujet qui n'est pas facile à traiter sur le travail. Mais c'est comme l'impact des violences conjugales au travail. Pour avoir ici vu un événement avec, à l'époque, Patrick Martin, qui était l'un des membres du bureau, maintenant président, qui avait fait une excellente intervention d'ailleurs à la fin, où on avait mis une table ronde justement sur l'impact des violences conjugales au travail et comment l'employeur avait son rôle à jouer, alors que ça relève de l'intime. Donc on voit bien qu'il y a une porosité permanente en ce qui relève de la sphère publique, la sphère privée et la sphère professionnelle. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? J'espère. Alors là, si. Oui, merci beaucoup pour ces interventions. Laurence Debus-Jones d'Impact Partners. Je me demandais comment sont perçues ces enquêtes au sein de l'entreprise, comment vous les gérez. Il y a des précautions particulières sur tous ces sujets de diversité au sens large, puisqu'on a quand même beaucoup, visiblement, d'interdits dans la capacité à questionner ouvertement. Donc, comment vous faites? Alors, oui et non sur le fait qu'il y a beaucoup d'interdits. Les baromètres de ressenti sont des baromètres totalement anonymisés.
Nous, déjà, quand on a lancé notre première enquête, premier baromètre IFOP Autre Cercle en 2017, il n'y avait pas encore les règles RGPD, mais déjà, pour des raisons évidentes, c'était doublement sécurisé. Vous pouvez parfaitement vous identifier. Demander à une personne de s'identifier comme étant femme, homme, autre, ne voulant pas effectivement s'identifier, non-binaire et autres. Quand ce sont des données anonymes qui ne sont pas manipulées par l'entreprise où personne n'a accès, nous, on n'a pas accès aux données effectivement que gère l'IFOP de manière totalement automatisée. Donc on peut parfaitement poser la question. La question effectivement on a longtemps parlé quand on a lancé le label Égalité Femmes-Hommes et le label de diversité qui s'appelle Label Alliance maintenant, sur la question en statistique ethnique, mon Dieu, quelle horreur. On ne demande pas aux personnes de dire qu'elles sont noires. Et de savoir combien j'ai de noirs dans ma boîte, on s'en fout. L'important, c'est de savoir s'ils sont tous à la manutention ou si j'en ai dans ma chaîne de commandement. C'est ça l'enjeu. Il n'est pas ailleurs. Donc l'analyse, elle doit être beaucoup plus fine que ça. Et on peut parfaitement, dans toutes les réserves et toutes les contraintes, contrôlées par la CNIL d'ailleurs, pouvoir interroger les personnes. Je ne sais pas, vous baromètre peut-être, je pense d'ailleurs au baromètre IFOP, hein, l'enquête IFOP qui a lieu tous les ans. Oui, tous les ans. Il y a bien des données importantes qui sont manipulées, pour autant, il n'y a pas de risque de débordement ou de risque d'identification. Alors peut-être pour répondre, nous, chez AXA, on a mis en place depuis 2 ans, Amélie Watley en parlerait mieux que moi, 2 ans et demi, peut-être 3 ans, un Inclusion Survey, qui est envoyé à tous les collaborateurs, aux 110 000 collaborateurs du groupe, dans tous les pays, et sur les mêmes formats de questions. Donc évidemment, la première chose la plus importante, c'est l'anonymat. Et je pense que c'est très important. Il faut le respecter coûte que coûte. Personne ne peut avoir accès à qui a répondu quoi. Ça, c'est la priorité. Je crois que ce qui a permis aussi de faire le succès de cette Inclusion Survey, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de répondants, on dépasse les 60% de répondants des collaborateurs, c'est d'abord qu'on n'adresse pas un seul sujet, mais en fait, on parle de tous les sujets. Et donc je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, quand nous chez Mixin on a décidé d'avoir une seule association qui adresse par tribu l'ensemble des sujets de la diversité. Je pense que plus on se met par silo, comme tu disais tout à l'heure, plus on est endogame et plus on crée finalement des silos de facto. Donc l'Inclusion Survey, il adresse tous les sujets. Effectivement, on doit répondre à des questions sur son genre et puis on doit indiquer si on a été victime de situations de discrimination et si on a été témoin de situations de discrimination, si oui, sur quel type de discrimination, sexisme, l'âge, le handicap, LGBT, et donc en fait on adresse tous les sujets comme ça. Et on récolte énormément de verbatim. Donc les chiffres derrière vont nous parler, et ça c'est important, on va voir que peut-être il reste encore 15% de gens qui ont été victimes, 19% de gens qui ont été témoins, donc c'est intéressant de regarder ces chiffres-là, encore une fois anonymes, mais ce qui est encore plus important c'est les verbatim, et là les verbatim... c'est une source d'inspiration sans fin pour toutes les DRH et les réseaux d'entreprises pour aider les collaborateurs à se sentir mieux. Moi, j'avais un petit ajout sur cette question. On a mené une étude avec Diversidays, avec des dirigeantes de start-up et d'entreprises du CAC 40 pour les questionner sur cette question de la mesure de la diversité. Et étonnamment, on commence à avoir une forme de consensus où vous pourrez retrouver l'étude en ligne sur notre site internet, mais l'ensemble des personnes qu'on a interrogées, il y a des craintes, il y a des peurs, mais quand même on est plus ou moins tous d'accord sur le fait qu'il y a besoin de mesures. Et effectivement, comme tu le disais Corinne, ça dépend comment elle est faite. Aujourd'hui, nous, on pousse un outil auprès de nos startups qui sont dans le club Take Your Place, la communauté où on fait ces formations sur les questions de diversité et d'inclusion. Ça s'appelle Me and You Too. C'est un sondage anonymisé qui permet d'interroger autour des perceptions, mais aussi de situations potentielles de discrimination, et notamment pour essayer d'identifier tous ces biais inconscients qui régissent un peu la manière dont le cerveau traite l'information. Et ça fonctionne bien et c'est plutôt bien reçu par les entreprises. Alors, mais en YouTube, c'est tout attaché.com, je crois. C'était lancé par Carole Michelon et Inès Dauvergne, les grandes expertes, qui a commencé par sur les questions d'égalité femmes-hommes et qui maintenant s'étend à d'autres critères. Bonsoir, bonjour, je ne sais pas ce qu'on est. Merci beaucoup pour vos témoignages qui sont très marquants. Enfin, moi, je me sens très touchée, émue par vos différents témoignages. Alors, je suis consultante et j'accompagne les entreprises sur l'égalité professionnelle et l'inclusion dans le secteur du BTP.
Et j'aime bien le regard en arrière comme ça. Et en fait, moi, quand je travaille avec les entreprises, on aborde les sujets de discrimination de manière générale. Et sur les sujets LGBTQ+, alors on arrive à les aborder, mais je me sens toujours, moi, personnellement, pas à ma place pour en parler. Et de ce fait, je voudrais savoir comment est-ce que vous pouvez... qu'est-ce que vous feriez ou comment vous conseilleriez d'aborder ces sujets en entreprise quand justement on travaille notamment dans des PME où il n'y a personne qui dit bah moi je veux bien parler en mon nom. Voilà. Alors juste sur le BTP, tous les grands du BTP sont en contact avec l'autre cercle. Ils ne sont pas encore signataires parce que non, c'est pas pire. Non. Alors là, je vais vous dire, soyons très clairs. La question aujourd'hui des comportements LGBT-phobes, c'est là où vous avez des comportements machistes et sexistes. C'est totalement lié. Donc vous avez des endroits effectivement qui sont dans le monde d'industrie lourde où c'est pas un sujet, il n'y a pas de problème. Et on a effectivement des grands groupes industriels qui sont signataires. Dans la question du BTP, c'est vrai qu'il y a une question de maturation. C'est pour ça qu'aller sur un sujet comme celui-ci, jusqu'à signer la charte, il faut un niveau de maturation pour se dire on va y aller, sinon c'est pas la peine. Nous, ça ne nous intéresse pas de signer pour signer. En revanche, voilà, à un moment donné, dans une politique inclusive, et c'est un peu ce qui a été dit en filigrane avec vous trois, c'est qu'on ne traite pas un sujet, c'est pas en silo. La question LGBT+, la question de la visibilité, ça relève la question de conjugalité, parentalité, donc on touche aux accords égalité femmes-hommes. Donc comment, par des biais des outils existants fondamentaux qui structurent une politique RH, on peut rajouter un bout voilà, parce qu'effectivement, même dans les entreprises, vous avez des réseaux LGBT très visibles, vous aurez 19 gays pour une lesbienne visible, ou 2 lesbiennes visibles. Et encore, l'une d'entre elles sera peut-être officiellement une alliée. Elle n'aura pas envie d'être identifiée en tant que lesbienne. Donc le programme Voilà, l'une des recommandations qu'on a faites, c'est chausser les lunettes du genre quand vous voulez aborder votre politique LGBTQI+. C'est-à-dire que prenez en compte les lesbiennes, les femmes en tant que telles, qui sont moins visibles. Chausser les lunettes liées à l'origine, parce que vous avez forcément des gays et lesbiennes. Je pense à l'un d'entre eux, nos rôles modèles, Moïse, qui rentrait chez Accenture. Vous le verrez dans ceux qui seront inscrits pour demain dans le documentaire. Moïse me dit, quand je suis arrivé chez Accenture, pourtant une boîte hyper engagée avec les dirigeants successifs, bon bah voilà, comme j'étais déjà noir, je suis un peu attendu avant de dire que j'étais gay. Maintenant, il est responsable, il anime le réseau LGBT interne. Mais voilà, il a fallu ce temps de maturation. Et de la même manière, quand on veut aborder sa politique LGBT+, pour celles et ceux qui l'ont entamée, pensez effectivement aux questions d'égalité femmes-hommes. Le mentorat. De plus en plus, on voit venir du mentoring de jeunes femmes de talent, parce qu'elles sont issues d'un quartier, parce qu'elles ne sont pas mieux favorisées, parce qu'elles manquent de confiance en elles. On va avoir un membre du COMEX ou du CODIR qui va les mentorer. Mais il faut qu'une jeune femme lesbienne qui n'a pas forcément pu être visible aussi facilement, parce que ça a été compliqué dans sa famille, parce qu'elle a subi du harcèlement à l'école. Voilà, on a des situations dramatiques aujourd'hui de tentatives de suicide, parfois réussies, de jeunes. Vous avez également du harcèlement dans l'enseignement supérieur. C'est pas parce qu'on est bac plus 18 qu'on est à l'abri du sujet. Tout le monde se souvient de ce scandale en début d'année, de ce WhatsApp raciste à l'école centrale de Lille. Vous savez donc qu'on a étendu la charte pour l'enseignement supérieur pour prendre en compte effectivement aussi les élèves. Donc je reviens sur cette histoire de chausser les lunettes LGBT+ sur la politique du genre. Il faut que des femmes de talent à potentiel puissent, parce qu'elles ont d'autres identités, d'autres singularités, pouvoir être elles-mêmes et qu'on puisse les accompagner parce qu'elles ont ce talent qui a été repéré par les équipes de développement RH. Voilà, donc sur le BTP, envoyez-les à l'autre cercle, on va s'en charger. Je vais revenir sur... un jour, une grande dame, Catherine Trépon, m'a dit ceux qui parlent le mieux de la cause, c'est finalement les alliés. Et c'est pareil quand on fait l'égalité homme-femme. Si on veut faire progresser, il faut que les hommes en parlent. Donc en fait, vous êtes parfaitement légitime pour parler du sujet. Voilà. Ne serait-ce que... Voilà, c'est la meilleure... c'est la réponse que j'ai envie de donner. Vous êtes légitime. C'est pas on n'est pas dans l'appropriation. C'est pas parce que vous n'êtes pas homosexuel que vous pouvez pas en parler. C'est un sujet de société. Je pense que si vous ouvrez le débat autour d'un petit déjeuner ou si vous lancez le sujet sur la table, quelqu'un va connaître. Et puis finalement, donc c'est une histoire de droit. Encore une fois, c'est une histoire de droit, une histoire d'égalité. Donc si vous êtes consultante dans ce sujet-là, vous êtes parfaitement légitime. Et au contraire, on a besoin d'alliés. Voilà. Une autre question.
Oui, bonjour, Églantine Tancret. Moi, je dirige un cabinet de recrutement inclusif avec 2/3 de la super équipe à mes côtés. Je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit parce qu'on s'est beaucoup posé la question. Nous, on intervient principalement sur le sujet de la parité, mais en étant cabinet de recrutement inclusif, on a eu d'autres sujets d'inclusion, âge, orientation, enfin, très divers et variés. Et donc, sur le sujet de la parité, j'avais aucun problème à finalement pouvoir comprendre ma légitimité. Sur tous les autres sujets, c'est là où je vais essayer d'y répondre à travers mon expérience, c'est qu'on est à tâtons entre un rôle d'expert et puis notre propre rôle d'individu. C'est-à-dire que je ne suis pas de confession juive, mais j'ai envie d'aller à 18h30, et je vous le dis avec émotion, sur la place Victor Hugo. Je ne suis pas gay, et pour autant, je ne suis pas lesbienne, et pour autant, je me sens gay ou lesbienne à chaque fois que je sens de l'oppression des individus. Alors, juste la différence que je voudrais faire entre être expert et être touché. Comme je ne suis pas experte, je peux commettre énormément de maladresses. J'ai une fois animé une table ronde avec des personnes trans. Je me suis plantée dans les il, je disais il, elle, et j'étais tétanisée, quoi, sincèrement tétanisée. Et quelquefois, on me l'a reproché en me disant que je m'étais mal adressée. Et je pense qu'à juste titre, parce que ça touche et ça blesse certaines personnes. Mais pour autant, je suis heureuse d'avoir osé le faire, parce que ça m'a permis de me poser des questions. Oui, c'était pas parfait. Oui, j'ai commis énormément de maladresses. Mais pour autant, je me suis intéressée au sujet. Et c'est le témoignage que je voudrais rajouter, parce qu'on a tendance à vouloir toujours se positionner en posture d'expert, et on ne peut pas être experte de tout. Et quelquefois, on peut parler simplement de sa position d'individu, en fait. Merci pour ce témoignage. Alors, tenons compte, parce que je ne voudrais pas qu'on déborde. Nous, on peut, je vous dis, on peut faire un quart d'heure de plus sans problème. 16h28, on va faire une micro-conclusion, mais peut-être encore une question, éventuellement. Non? Mais c'est dite. Je sais, on ne dit plus ça, mais je le dis quand même. Alors, d'abord, je voudrais vraiment remercier Olivier, Corinne et Nadim, parce qu'une fois encore, malgré tout, même s'ils ont fait leur coming out, même si on les retrouve, on va les retrouver demain soir, voilà notre événement, c'est toujours une épreuve, c'est toujours un risque, entre guillemets, qu'on reproche d'en faire trop, de parler que de ça, c'est toujours un effort sur soi-même malgré tout. Et il faut que vous preniez conscience de ça, c'est vous qui, dans vos organisations, allez créer ce climat inclusif. L'inclusion, c'est quoi? La diversité, c'est un boulot de RH, c'est de la technique. Méthode, comment faire en sorte de représenter la société française, qu'il n'y ait pas de comportement discriminant, dans l'évolution de carrière, le recrutement et autres. L'inclusion, c'est le boulot de tout le monde. Corinne le rappelait tout à l'heure, si je disais, l'enquête Ipsos, c'est 10% de Françaises et de Français qui s'estiment faire partie de la communauté LGBT+, ça veut dire qu'on a 90% d'hétéros, donc des alliés. Et donc, c'est l'environnement général, ce sont les collègues de travail. Quand il y a des propos inappropriés à la machine à café, quand on sent qu'il y a un peu de pression, une espèce de harcèlement, un truc pas très clair d'un collègue vis-à-vis d'une autre collègue ou du N+1 par rapport à l'autre personne, c'est à vous aussi de réagir, de faire réagir les personnes et surtout de comprendre à travers de la sensibilisation. Alors, bien sûr, autour du 17 mai, qui est la journée mémorielle, comme on a le 8 mars, comme on a la semaine du handicap, ou le mois de juin, qui est le mois des Pride, des marches de fierté un peu partout en France. Et quand et moi, l'autre cercle, on a fait plus de 70 interventions, on est effectivement sollicité. Mais, comme avait dit Najat Vallaud-Belkacem, le 17 mai, c'est comme le 8 mars, c'est toute l'année. Donc voilà, le 11 octobre, ça va être la journée internationale du coming out. Nous, on fait notre événement à la veille, mais voilà, donc est-ce que je peux me rendre visible pour rembobine ce qu'on avait dit au début, pour partager un moment de bonheur parce que je me marie, j'ai un enfant qui arrive dans mon foyer, pour activer les droits qui sont liés à ça, que je n'ose pas faire aujourd'hui en grande majorité, et ça, c'est un vrai sujet d'inégalité de traitement involontaire, mais d'égalité de traitement quand même, et pour, à un moment donné, actionner cellule d'écoute, remontée de réclamation, j'ai un problème avec un collègue, ou passer par le réseau LGBT interne quand il y en a, ou passer par le rôle modèle qu'on a identifié, qui peut peut-être lever un petit peu ce poids. Un mot de conclusion, alors un vrai mot, qu'est-ce que vous auriez envie de... Alors un mot, deux mots, deux, trois mots. Olivier, Corinne et Nadim, sur voilà, cet échange que vous avez eu, sur le message que vous allez faire passer, les personnes qui sont dans la salle et en ligne, et qui vont regarder le replay. Ce sont des employeurs de toute taille. Le MEDEF, c'est évidemment des grosses boîtes, mais c'est aussi plein de petites boîtes, plein de petites et moyennes structures. Et qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Je conclus comme moi. Moi, je me rappelle une stat. Je crois que c'était dans SOS Homophobie il y a 2 ans, qui finissait par dire que les gens se cachaient majoritairement, et puis dans 80% des cas, au bout d'un certain temps, j'arrive plus à savoir, ils quittaient l'entreprise. Et donc en fait, c'est vos talents qui s'en vont.
si vous ne savez pas mettre en place une politique inclusive où ils peuvent se sentir libres d'être eux-mêmes. Donc c'est ça, je pense, qu'il faut garder comme message. Olivier, dirigeant. Moi, je crois qu'en fait, si évidemment je suis légitime à parler de la question LGBT, pour moi l'inclusion elle va au sens large et ça m'empêche pas d'être engagé sur les autres sujets sans être... voilà, j'ai pas de parcours de banlieue ou d'origine qui pourrait être visible. Je crois qu'à partir du moment où on est authentique, même si on est maladroit, il vaut mieux adresser le sujet et faire avancer le sujet. En fait, il faut se jeter à l'eau. Et c'est comme ça que, moi, ce dont je rêve, c'est qu'on n'ait plus besoin d'être là. Qu'on n'ait plus besoin de se parler de ce sujet-là et que ça soit une évidence pour tout le monde. Et ça ne viendra que par la vulgarisation et le fait d'en parler, même si on est maladroit au départ. Nadim. Je vais faire court. Pour moi, le sujet, au-delà de l'importance des rôles modèles LGBT, c'est quelle place doit avoir l'entreprise dans notre vie aujourd'hui. Si c'est juste une place économique, on a déjà démontré qu'économiquement, c'était plus intéressant quand même de traiter cette question. Moi, j'avais l'enquête McKinsey qui disait plus de 25% de performance économique si on prend en compte et le genre et la question de l'identité amoureuse, comme je l'appelle. Si on pense aujourd'hui, et en tout cas c'est mon cas, que l'entreprise doit avoir un rôle social et que l'objectif c'est pas juste que les salariés soient des produits mis en route pour en générer d'autres et générer des profits, l'entreprise elle doit aussi prendre en compte, mettre en place les conditions pour que les individus se sentent dignes d'y travailler, et je pense que c'est vraiment une question de dignité. Et donc ce à quoi j'ai envie de répondre quand on me dit que c'est de la barrière de l'intime ou c'est des sujets qu'on ne devrait pas aborder parce que c'est de l'intimité. Un mot. La dignité. Merci. Merci à vous. Un grand merci à tous et toutes pour ce temps d'échange d'une immense richesse. Merci aussi au MEDEF et à la FMD de nous permettre d'avoir accès ici à ces moments de partage extrêmement constructifs. Et puis on a envie aussi que ces messages ils essaiment, on ne va pas rester entre nous. Donc vous avez le hashtag série 2023 pour pouvoir permettre à tous ces messages constructifs d'aller au-delà de cette salle du MEDEF.